Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour cette nouvelle édition de Poulain sans réserve. On va parler aujourd'hui des premiers pas du gouvernement de Michel Barnier avec notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. On va parler évidemment de la situation au Moyen-Orient et notamment au Liban, en Iran, en Israël, avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et qui sera avec nous par Zoom. Et puis en deuxième partie d'émission à 13h, on va parler de la voiture, les voiturophobes, ceux qui en veulent vraiment à la voiture, avec François-Xavier Pietri, qui est un journaliste et qui sort un livre, Rendez-nous la liberté de rouler. Si vous souhaitez nous contacter, poser vos questions ou réagir, 0826 300 300, le standard de Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. 3 priorités. Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. C'est ça la priorité. Qu'est-ce que c'est ? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Auchan, on sait que vous adorez quand vos produits préférés sont à petit prix. Avec l'opération Le Plus de Promo, faites le plein de petits prix français qui rendent aimable. Et oui, jusqu'à demain, le sachet de 1,5 kg de carottes Auchan est à seulement 1,29 €. C'est ça l'opération Le Plus de Promo. Auchan, avec plaisir. 1,29 € le sachet de 1,5 kg de carottes Auchan Origine France, soit 86 centimes le kilo. Catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pendant les jours immanquables Triba, du 3 au 13 octobre, jusqu'à moins 15% sur vos fenêtres, portes, volets et pergolas, et un crédit gratuit. Conditions sur le site triba.com. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sud Radio Perpignan. 103.2. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous par téléphone pour parler des premiers pas du gouvernement Barnier. On a eu cette semaine la déclaration de politique générale, une interview à la télévision publique et puis des déclarations. L'heure est grave, le budget, comment faire, vu ce que récupère Michel Barnier. À votre avis, y a-t-il des solutions ou est-ce là des gesticulations difficiles pour Michel Barnier et son équipe ? Alors, est-ce qu'il y a des solutions économiques ? Je serais bien en peine de vous répondre, je ne suis pas économiste. En revanche, politiquement, le jeu de Michel Barnier est un jeu qui, pour l'instant, est relativement habile. Il faut voir que, au sein de cet hémicycle, personne n'a vraiment intérêt, pour l'instant, à la chute de Michel Barnier. La majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle est prise dans une impasse stratégique. Les LR sont sous-euphorisants, avec 40 députés, ils ont Matignon. Le RN a plutôt intérêt à cette situation parce que ça lui permet de désactiver peu à peu le front républicain tout en ménageant la période médiatique compliquée du procès de Marine Le Pen. Quant à la gauche, elle se retrouve unie contre ce gouvernement et contre une politique d'austérité qu'évidemment elle aura beau jeu de dénoncer. Donc dans ce cadre-là, Michel Barnier donne ce qu'il faut aux différents groupes qui ne le soutiennent pas, leur donne des raisons pour ne pas le censurer. Par exemple, quand vous écoutez les signaux envoyés au RN, en fait, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de crédible. Mais Marine Le Pen avait besoin d'une raison, d'un alibi pour ne pas censurer Michel Barnier, ce qu'elle a trouvé dans le cadre de ce discours politique général, annonçant qu'elle ne censurait pas. Donc pour l'instant, ça peut tenir. Michel Barnier envoie des signaux extrêmement clairs concernant la taxation des grandes entreprises, des plus riches, pour masquer des coupes budgétaires qui probablement toucheront d'autres catégories de la population, notamment des catégories plus précaires. Mais ça permet, entre guillemets, d'entretenir le sentiment d'un gouvernement qui est dans une perspective de justice, ce qui, d'un point de vue médiatique, pour l'instant, a relativement pris. Donc c'est une première semaine plutôt bien gérée, au moins du point de vue de la Compol. Mais au-delà de la Compol, on a quand même Carole Delga du Parti Socialiste qui a annoncé la censure, le plus rapidement possible de ce gouvernement, le NFP qui veut jouer le jeu de la censure. Est-ce que la présentation du budget, Michel Barnier l'évoquait lors de son interview jeudi soir, pourrait passer par 49.3 ? Est-ce que c'est pas là un risque d'une vraie motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement ? Alors ça va passer par 49 alinéa 3, très probablement, pour tout un tas de raisons procédurales qu'on pourrait décrire, mais c'est un budget qui est très tardif, et comme c'est un budget qui est très tardif, la plupart des modifications vont passer par amendement. Si le gouvernement veut tenir son budget, il devra passer par 49 alinéa 3. Par ailleurs, il n'y a pas de majorité pour voter ce budget. Mais il risque d'y avoir une majorité pour ne pas censurer le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut estimer que ça va se passer si on essaie de faire un peu le teasing du budget ?
La gauche, je veux dire, ce budget est horrible. Ce budget est infâme, il est antisocial, donc nous déposerons évidemment une motion de censure. Marine Le Pen va dire, écoutez, moi je veux pas le chaos dans le pays. Je veux pas le chaos et objectivement, si Michel Barnier tombe, on va avoir du mal à trouver un nouveau Premier ministre. Donc j'ai envie de ne pas renverser Michel Barnier sur un 49-3, mais la gauche a raison. Sur tel ou tel point, ce budget est inacceptable, donc je censurerai si Michel Barnier ne retire pas les points en question. Marine Le Pen va menacer de censure au dernier moment, jusqu'au dernier moment. Michel Barnier va dire non, je tiens, et finalement on lâchera quelques petits éléments. Et si le budget passe, ce sera parce que Marine Le Pen n'aura pas voté la censure. Si les grands irritants de ce budget ont été retirés, c'est aussi parce que Marine Le Pen aura fait qu'ils ont été retirés. Et donc Marine Le Pen et le RN ont tout intérêt à cette situation, ce qui est un peu l'assurance vie de Michel Barnier. En fait, ce que vous dites, c'est que Michel Barnier a été choisi, alors après 2 mois d'atermoiement par Emmanuel Macron, mais finalement, ça arrange tout le monde de se dire c'est lui qui récupère des finances publiques catastrophiques et un budget impossible. Là, vraiment, tous les partis sont soulagés, y compris les LR, même d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui, le RN y a intérêt pour la raison qu'on a donnée. La gauche refait son unité et apparaît comme étant le camp politique qui lutte et contre l'austérité et contre un gouvernement de facto soutenu par le Rassemblement national. Donc ça, évidemment, quand vous voulez incarner l'opposition, c'est plutôt positif. Quant aux macronistes, de toute façon, ils sont pris dans une impasse stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont été élus grâce au report du voix de la gauche contre le RN et ils soutiennent un gouvernement soutenu par le Rassemblement national. Donc la situation actuelle fait que, 1, ils ne s'allient pas avec le NFP, que 2, ils ne peuvent pas sortir de leur alliance avec LR et que le Premier ministre a été nommé par un président de la République issu de leur rang. Donc leur impasse stratégique les oblige à se contorsionner en disant nous ne voterons pas le budget, ce que dit Gérald Darmanin, et donc ce faisant nous refusons les hausses d'impôts qui par ailleurs touchent aujourd'hui essentiellement leur électorat. Donc mais c'est de la communication politique, vous comprenez bien qu'ils ne voteront pas la motion de censure in fine. Est-ce que c'est pas se contorsionnent pour exister? Oui, enfin, est-ce que c'est pas même un coup de maître de la part d'Emmanuel Macron de transformer sa majorité d'hier en opposition d'aujourd'hui pour finalement les protéger jusqu'en 2027 où ils passeront pour une opposition raisonnable où va se reconstruire une social-démocratie centriste alors qu'ils sont responsables de la situation dégradée des comptes publics et de l'état des finances publiques? Alors, c'est ce qu'ils vont tenter de faire entendre, mais ça risque tout de même d'être relativement difficile. Il faut voir qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans une situation la plus problématique, c'est justement ces députés macronistes. Ils n'auraient pas été élus. Le Front républicain a très peu profité à la gauche en réalité en termes électoraux. Il a surtout profité aux députés macronistes. Que va faire Marine Le Pen? Marine Le Pen va dire, écoutez, la prochaine fois que vous faites, vous électeurs de gauche, Front républicain, n'oubliez pas que les centristes tiennent grâce à nous. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont portés par le Rassemblement national. Que va dire la gauche? La gauche va dire, oui, en effet, Marine Le Pen a raison, ce gouvernement est soutenu par le RN. Donc le côté Front républicain avec un report des voix de gauche sur les députés centristes va être très très compliqué la prochaine fois. Et donc aujourd'hui il y a une volonté de se sortir de cet espace stratégique pour les macronistes, mais si demain il devait y avoir une élection législative, le RN probablement montrait, la gauche, notamment la France insoumise, baisserait assez peu, c'est des circo-fiefs. En revanche, les circo-macronistes, elles sont très très en danger. Elles sont fragiles. Quelles sont les priorités, ou du moins les sujets brûlants sur la table de Michel Barnier? On a bien sûr le budget, l'agriculture qui reste toujours un sujet d'importance, et puis les Outre-mer. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui doivent préoccuper au plus haut point Michel Barnier actuellement? Alors, moins Michel Barnier ne légifère, plus il a de chances de survie. Parce que, évidemment, c'est-à-dire que la loi immigration, par exemple, potentielle qu'on pourrait envisager, d'abord, elle serait majoritairement censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, au bout du compte, dans le meilleur des cas, vous votez une loi un peu pour rien. Et dans le pire des cas, et un cas assez probable, trouvez-moi la loi immigration commune entre le MoDem et le RN. Or, il faudrait que les deux soutiennent. Elle apparaît totalement improbable. Si vous voulez faire exploser votre majorité, il n'y a rien de tel. Donc, les sujets les plus clivants risquent d'être mis de côté parce qu'il ferait exploser la majorité. Donc il faut faire passer les budgets, on n'a pas le choix. Il faut trouver une solution à la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas le choix et on a beaucoup tardé et sa dissolution a été totalement irresponsable sur ce sujet. Et il faut, parce qu'il y a en effet une crise agricole, parce qu'on va avoir des sujets qui vont être des sujets brûlants à court terme, il faut faire passer des textes qui permettent de traiter de ces sujets. Pour le reste, on va avoir un retour de textes, je pense par exemple à la fin de vie, etc., qui peuvent être clivants, mais qui sont interpartisans. Vous trouvez des opposants et des détracteurs dans à peu près tous les camps politiques, ce qui permet
d'avancer sur des sujets qui sont des sujets peut-être clivants, mais pas dangereux pour un gouvernement. Donc ça va probablement être la typologie des textes qu'on va examiner pendant les 10 prochains mois. Oui, donc des textes, là on est en plein dans la communication politique, ce que vous disiez. Finalement, est-ce que le gouvernement Barnier, c'est pas une mosaïque de couleurs pour contenter un peu tout le monde dans un attentisme qui fait qu'on va aller vers toujours plus de dettes et toujours plus de dépenses sans apporter les solutions? Si vous voulez, Michel Barnier tient sur 5 personnes, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, François Bayrou, Édouard Philippe et Marine Le Pen. Ils veulent tous devenir président de la République. Ça veut dire deux choses. Pour l'instant, leurs intérêts convergent, et tant que leurs intérêts convergeront, Michel Barnier, quelles que soient ses qualités ou son absence de qualité, tiendra. Et le jour où Michel Barnier s'aventure sur des terrains qui gêne l'une de ses personnalités, il tombe. Donc il a tout intérêt en réalité à légiférer à minima, à ne pas être trop gêne pour ceux qui aujourd'hui tiennent son destin entre ses mains. Donc en effet, il ne faut pas attendre grand-chose de Michel Barnier du point de vue de l'ambition législative, pas parce qu'il ne veut pas, je ne juge pas la personne, mais parce qu'il n'a pas les marges de manœuvre parlementaire. Alors certes, là c'est pour lui en ce qui le concerne, mais pour des personnes comme Bruno Retailleau par exemple, qui va utiliser le ministère de l'Intérieur, là aussi comme un tremplin de visibilité, une mise en avant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des ministres vouloir aller plus loin et faire éclater un consensus déjà difficile à tenir ? C'est un peu comme les députés macronistes qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jeu rhétorique parce que chacun doit exister. Et puis, il faut bien comprendre que ce soit pour les LR ou les macronistes, encore une fois, ils ne concourent pas, a priori pour l'instant, dans des écuries communes pour 2027. Donc il va falloir se distinguer les uns des autres et surjouer ce qui peut les différencier alors qu'ils vont assumer un commun bilan. C'est évidemment très compliqué. Donc, en effet, que Bruno Retailleau monte dans les tours sur un certain nombre de sujets pour expliquer que les macronistes sont les macronistes, que LR, c'est LR. De même, quand Michel Barnier dit lors de son discours de politique générale, nous ne remettrons pas en cause la loi Veil. Quand Gabriel Attal dit attention, attention, il y a un danger sur la loi Veil. C'est évident que personne n'a eu envie de remettre en cause la loi Veil. Donc là, vous êtes strictement dans la communication politique à dessein de se différencier au sein de cette majorité. Comme ils n'assument pas un même bilan et qu'ils n'ont pas un même avenir, ils doivent montrer qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils sont en divergence, et pour ça, surjouer sur leur divergence. Mais est-ce que c'est pas on a l'impression quand même d'un monde à part où tout le monde est en train de se préparer pour 2027, en réalité, sans le dire, sauf Édouard Philippe, qui le dit tous les jours quasiment. Mais aujourd'hui, l'urgence est telle que ces petits jeux politiques devraient être mis de côté, non ? Probablement, mais malgré tout, quand vous gouvernez avec une majorité relative, vous devez gérer au jour le jour vos déséquilibres parlementaires. Et si vous êtes un parlementaire et que vous voulez demain être réélu, vous ne pouvez pas ignorer ces jeux politiques. Parce qu'encore une fois, ils sont dans une situation excessivement précaire. Donc pour avancer en vue de l'intérêt général, il faut quand même arriver à tenir votre majorité. Et pour tenir votre majorité, il faut jouer le petit jeu politicien. Après, il ne faut pas non plus caricaturer les politiques, si vous voulez. C'est-à-dire que si jamais je m'engage en politique dans un parti, quel qu'il soit, je défends une vision de l'intérêt général. J'ai envie demain d'arriver au pouvoir parce que je pense que cette vision est bonne. Si jamais je me tire une balle dans le pied et que j'ai une position sacrificielle, demain, je donne le poids à mon adversaire qui appliquera une autre vision que je juge néfaste. Donc, ils se préparent tous en 2027 parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne pourront agir qu'à partir de 2027 et qu'en attendant, bon an, mal an, les institutions sont un peu bloquées. Un peu bloquées, et puis il y en a un qu'on n'a pas évoqué ce matin. C'est Emmanuel Macron. Finalement, lui qui était toujours devant la scène, à parler aux Français quasiment tous les jours, à prendre des positions sur tous les sujets devant les ministres de ses anciens gouvernements. Actuellement, il est à l'étranger, il prend du champ, il se tait, il a rencontré Michel Barnier, mais on a l'impression que lui aussi souffle et se dit « Ah, j'ai bien choisi, et maintenant, attendons de voir ce que ça donne, mais je vais les laisser s'entretuer ». Alors, il y a cette idée probablement. Après, Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à sa propre succession. Donc, le prochain coup qu'il peut jouer, c'est dans 10 mois s'il dissoit à nouveau l'Assemblée nationale. Mais ses troupes ne lui répondent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le macronisme, ça n'existe plus. Le groupe Ensemble pour la République, il est ataliste. Éventuellement, il y en a quelques-uns qui sont en rupture de banc par rapport à Gabriel Attal, mais il est majoritairement ataliste et les relations sont très froides entre les deux. Donc, Emmanuel Macron, en fait, très très peu de marge de manœuvre. Il a une marge de manœuvre qu'il tentera de retrouver probablement à certains moments, notamment sur l'international, sur un certain nombre de domaines. Mais bon an, mal an, les capacités aujourd'hui d'action d'Emmanuel Macron, au-delà des tabula rasa
typiquement une nouvelle dissolution, sont quand même très 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 restreintes. La question qui va se poser politiquement, c'est combien de temps il pourra supporter ça, combien de temps il pourra se mettre en retrait. Ça, c'est une affaire de tempérament. Le problème, c'est que Michel Barnier doit déjà gérer les 5 lurons que j'évoquais tout à l'heure et des groupes politiques aux divergences idéologiques et stratégiques absolues. Si en plus il doit avoir Emmanuel Macron qui parasite son fragile équilibre, eh bien, ça risque d'être encore plus compliqué pour Michel Barnier. Moins Emmanuel Macron intervient dans le débat public, plus la vie de Michel Barnier sera pas trop difficile. Oui, mais justement, ça va être toute la difficile de la tâche, arriver à gérer Emmanuel Macron, et on l'a vu d'ailleurs dans la construction du gouvernement, les allers-retours et le temps que ça a pris. Est-ce que il n'y a pas une autre carte que peut jouer Emmanuel Macron, qui serait tout simplement de démissionner si jamais une crise politique continuait et le budget arrivait à une motion de censure? Alors vous me posez des questions qui sont compliquées parce que je suis pas dans sa tête et je ne suis pas sûr que toutes les attitudes d'Emmanuel Macron sont toujours fondamentalement rationnelles. La dissolution en est une preuve. A priori, rien ne l'oblige à démissionner. Les acteurs politiques actuellement, pour l'instant en tout cas, n'ont pas vraiment intérêt à le pousser à la démission, au-delà des procédures de destitution, mais qui sont plus politiques, si vous voulez. Tout le monde sait très bien que ça n'arrivera pas au bout. Donc on est dans une logique plutôt d'affichage politique. Pour l'instant, le temps de latence que permet la fin de la présidence d'Emmanuel Macron arrange un peu tout le monde. Donc si lui, en revanche, ne supporte plus son rôle et veut partir en coup d'éclat, c'est une possibilité. Après, il est très très abîmé dans l'opinion. Le fait de se refaire une forme de popularité en gérant l'international, en étant dans une forme de retrait, serait, en vue de l'avenir, qu'il veuille revenir en politique ou qu'il veuille faire autre chose, probablement la meilleure sortie au vu des cartes qu'il a aujourd'hui en main. Ensuite, il y a une question de tempérament. Chaque fois qu'Emmanuel Macron a voulu se mettre en retrait et tenter de jouer, je dirais, un Jupiter relativement silencieux en haut de son Olympe, quelques semaines plus tard, ça capotait et il y avait de nouveau une offensive de communication qui devenait hyperactive. Et ça, c'est du tempérament. Et ce tempérament-là, il est évidemment très dur à apprécier. Eh bien, on va l'apprécier dans les jours qui viennent, sans doute, avec délectation. Merci Benjamin Morel d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour l'édito. Et puis on parlera du Proche-Orient, proche de l'embrasement, avec cette incursion israélienne au Liban et le bombardement de Beyrouth. Où va l'Iran, Israël et tous les acteurs du conflit dans la région, avec David Rigoulet-Rose. À tout de suite sur Sud Radio. On a un nouveau gouvernement, ça y est. Et je sais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas les nouveaux ministres, c'est vrai. Ils sont nombreux et pour beaucoup très peu médiatiques, mais il y a quelques figures quand même qui se détachent du lot. Bruno Retailleau et Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale. On l'a connue députée. Elle était aussi à Singapour, prodiguant des conseils sur comment traiter son personnel de maison lorsqu'on était un expatrié ou une expatriée français. Et aujourd'hui, elle est ministre de l'Éducation nationale. Et sa priorité, on l'écoute, c'est ça. 3 priorités. Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. C'est ça la priorité. Voilà, 3 priorités qui n'en sont qu'une. Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. Alors on se demande où va l'argent et à quoi servent tous les rectorats, les réformes successives pour l'éducation nationale, où le niveau ne fait que baisser. Mais heureusement, Anne Genetet veut élever le niveau. Et patatras, ce matin, en voulant élever le niveau, elle déclarait sur une autre radio qu'il y aurait lundi un moment de recueillement et d'explication pour revenir sur l'anniversaire tragique du 7 octobre. On l'écoute. On parlera du 7 octobre et de l'attentat On en parlera. dans les écoles. C'est une consigne que donne la ministre. On ne peut pas laisser ça tomber dans les oubliettes de l'histoire. Ça n'est pas possible. Samuel Paty, Dominique Bernard, toutes les atteintes à la laïcité, le nombre de cas qui ont progressé, c'est inacceptable. Et que c'est inacceptable, évidemment, la laïcité, elle en a parlé en longueur ce matin également. Seulement voilà, 1 heure après cette interview, eh bien, il y a un démenti du ministère de l'Éducation nationale. Anne Genetet a annoncé qu'un moment de recueillement et de discussion serait organisé dans les établissements scolaires pour le premier anniversaire des attentats du 7 octobre en Israël. Mais depuis, le ministère de l'Éducation nous a précisé qu'elle s'était trompée, qu'elle parlait d'un hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, les professeurs assassinés, hommage qui est prévu à la mi-octobre.
Voilà, donc un peu on met les pinceaux comme on dit, difficile évidemment quand on est dans une position comme celle-là, mais heureusement qu'on va parler de la laïcité. On pense évidemment à nos chères têtes blondes à l'école, soumis à toutes sortes d'idéologies, de questionnements, et ces pauvres professeurs face à élèves qui ne savent plus comment faire, réforme après réforme. En tout cas, c'est un couac de plus au gouvernement Barnier. On se rappelle bien sûr des autres ministres qui avaient fait des déclarations qui avaient été ensuite revues et corrigées, notamment Antoine Armand, qui ne souhaitait pas recevoir les membres du RN à Bercy, et puis qui avait été obligé de s'excuser et de dire non mais si, tout à fait, excusez-moi, je m'étais trompé. Encore une belle équipe de champions avec les meilleurs supporters, on croirait les Verts. Merci. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième partie de la première heure, c'est David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la situation au Liban, évidemment, est en une de l'actualité. Après la mort du chef du Hezbollah, tué par les frappes israéliennes, l'incursion limitée, selon l'armée israélienne, dans le sud Liban, on voit que les accrochages sont nombreux et que, finalement, les combats font de nombreux morts de part et d'autre, sans savoir exactement quel est le niveau. Alors, je ne sais pas si on vous a avec nous. Oui. Oui. Vous pouvez nous faire un point sur la situation ? Oui, là, il y a la modalité terrestre qui est engagée, effectivement, et la situation est complexe. De toute façon, ça explique la prudence des Israéliens, parce que même si la campagne de bombardement, d'attrition sur les sites du Hezbollah se poursuit, on l'a vu cette nuit avec Beyrouth notamment. Pour ce qui est de l'opération au sol, c'est déjà coûteux, puisqu'il y a 9 tués qui ont été recensés dès les premiers jours, ce qui explique qu'il y a bien une résistance des combattants du Hezbollah. Et c'est ce qui explique aussi que Tsahal ait demandé l'évacuation de nombreux villages, justement à proximité de la zone, dans la perspective de combats accrus. Surtout que ces morts de l'armée israélienne faisaient partie d'une unité d'élite qui avait déjà opéré à Gaza, donc des combattants aguerris qui se sont fait tuer par les membres du Hezbollah. Donc on voit que c'est assez difficile. Quel est l'objectif aujourd'hui de Netanyahou ? L'objectif déclaré, ça a été établi il y a une dizaine de jours de manière officielle, un nouveau but de guerre. Par-delà ceux qui avaient été proclamés pour Gaza, c'est de favoriser une situation qui permette le retour des quelques 70 000 Israéliens qui ont été délocalisés dès le 8 octobre, puisque c'était le début des frappes du Hezbollah sur le nord d'Israël, qui ont été délocalisés depuis 1 an dans le reste du pays et qui souhaitent regagner leur foyer. Donc c'est aujourd'hui un but de guerre déclaré, qui passe évidemment par un nombre de modalités. C'est la sécurisation du nord d'Israël qui implique évidemment une guerre d'attrition contre le Hezbollah au sud Liban, notamment pour instaurer une forme de zone de sécurité qui permettrait d'éviter à nouveau des tirs. Justement sur le nord d'Israël pour permettre la réinstallation de ces quelques 70 000 Israéliens. Mais est-ce que au-delà de l'opération des pagers piégés, l'assassinat du leader et de son second, qui apparemment, selon Axios, aurait été tué également, Hassan Nasrallah pour le Hezbollah et les autres coups durs portés à l'arsenal du Hezbollah, est-ce que le Hezbollah est encore en capacité d'inquiéter Israël ? Il ne représente pas la menace qu'il était avant effectivement le lancement de cette opération. Puisque vous vous rappelez, il y a d'abord eu l'affaire des beepers et des talkie-walkie qui a conduit, dont les conséquences ont été de blesser un grand nombre, plusieurs centaines 3000, de membres du Hezbollah. Oui, notamment des cadres intermédiaires qui forment la colonne vertébrale de la transmission en termes de communication et d'ordre opérationnel. Mais dans un deuxième temps, ça a été la décapitation de tout le staff de la force Radwan. La force Radwan sont les forces spéciales justement du Hezbollah qui mettaient une pression très forte sur la frontière. Et puis évidemment l'élimination des principaux commandants et puis l'élimination de Nasrallah lui-même. Donc il y a un affaiblissement évidemment en termes de structure,
organisationnel qui est avéré et qui est conjoint avec la guerre d'attrition qui est menée justement sur les dépôts de munitions. Mais le Hezbollah se représentait avant de toute façon une quasi-armée de quelques 50 000 miliciens, avec des stocks très très importants qui étaient estimés à entre 120 000 et 150 000 missiles et roquettes. On vient de trouver d'ailleurs des armes d'origine russe, semble-t-il. Donc de toute façon, il y a une culture militaire du Hezbollah, et on le voit avec justement les premiers morts qui sont tombés, les premiers soldats qui sont tombés au niveau du Sud-Liban. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir se multiplier des opérations terroristes non contrôlés, de groupuscules plus radicaux encore au sein du Hezbollah? On a eu l'attentat à Tel Aviv. Est-ce que là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, on risque pas d'avoir une campagne d'actes terroristes en réponse aux frappes israéliennes? Oui, ce serait pas surprenant. C'est tout à fait possible. Ce serait une manière effectivement de contourner la guerre d'attrition qui est menée contre les cultures établies, on va dire. Il y a certainement des velléités de multiplier ce type d'attentats terroristes, même si c'est pas ça qui hypothéquera évidemment la poursuite des opérations militaires, parce que l'objectif du gouvernement de Tsahal, c'est de faire que le Hezbollah ne représente plus la menace qu'il était avant le 7 octobre. Il y avait de la part de Tsahal une surveillance presque plus importante sur la frontière nord que sur Gaza, ce qui explique pour partie d'ailleurs une forme d'aveuglement, entre guillemets, sur la situation qui prévalait au sud. Mais en l'occurrence, on est dans une deuxième séquence, c'est la séquence libanaise. Il s'agit d'écraser effectivement, du point de vue des Israéliens, le mandataire principal de Téhéran, c'est-à-dire le joyau de la couronne, en l'occurrence le Hezbollah, qui a été façonné par l'Iran et qui servait de projection géopolitique à Téhéran en termes de dissuasion. Il s'agit justement d'amoindrir cet axe de groupe dit de la résistance à Israël qui constituait une partie de la dissuasion iranienne. Et selon certaines sources, Hassan Nasrallah avait signé un cessez-le-feu, était prêt à cela avant son élimination. C'est pas du tout établi. Il y avait le problème très important justement de la ligne autour de la ligne bleue, c'est-à-dire la résolution 1701. Il y avait un plan du binôme franco-américain, notamment c'était un plan français, qui prévoyait un retrait du Hezbollah au moins à 10 km de la frontière, alors que Tsahal demandait jusqu'au fleuve Litanie 30 km. Et il se trouve que ce plan français qui avait été présenté en février dernier d'ailleurs n'avait pas pu, malgré tous les efforts, à la fois français et américains, puisqu'il y avait un envoyé spécial, Amos Hochstein, du président Biden, n'avait pas pu être concrétisé, et les Israéliens avaient prévenu les Occidentaux que faute d'options diplomatiques, ce serait l'option militaire qui s'imposerait, ce qui semble être évidemment le cas aujourd'hui. Mais justement, la diplomatie française, on a eu Jean-Yves Le Drian qui était envoyé spécial, on a eu le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui bégayait par rapport à la mort de 2 Français à Beyrouth lors des bombardements. La France, Emmanuel Macron, qui avait eu des déclarations importantes vis-à-vis du Liban après l'explosion du port de Beyrouth et après l'opération des pagers. Où en est la diplomatie française dans ce conflit ? La diplomatie française prend acte d'une situation qu'elle ne maîtrise pas, au même titre que d'autres pays d'ailleurs, puisque quand on voit que même les États-Unis ont des difficultés à faire prévaloir un certain nombre de vues, c'est pas surprenant que la France ait des difficultés encore plus importantes, puisqu'on n'est pas quand même en termes de puissance au même niveau, même s'il y a une coordination, bien sûr. Dans le cas du Liban, c'est très spécifique, comme vous le rappelez, c'est un attachement français particulier, évidemment, avec le pays du Cèdre. Mais vu la configuration actuelle, on n'est pas en mesure du tout de peser suffisamment pour, non pas imposer, mais convaincre les acteurs de finaliser cette option diplomatique. Et c'est nouveau, le fait que même les États-Unis n'aient plus vraiment de prise sur les dirigeants israéliens, puisqu'on voit très bien que Netanyahou profite de la fenêtre de tir avant les élections américaines. Est-ce que c'est inédit ou est-ce que c'est déjà arrivé par le passé ? Oui, ça a pu arriver, même si effectivement il y a un calendrier très contraignant pour les Américains qui effectivement induit une forme de tétanie institutionnelle et donc dont peut profiter Netanyahou. Mais je dis souvent qu'il y a un biais cognitif, un effet d'optique. L'opération au nord n'est pas uniquement le fait de Netanyahou. Paradoxalement, d'ailleurs, jusqu'à présent, il y avait des réticences de Netanyahou. En réalité, des contradicteurs, des ennemis politiques de Netanyahou comme Benny
Gantz, qui est sorti du cabinet de guerre, voulait que cette opération soit lancée et depuis longtemps. Elle fait l'objet d'un consensus, y compris de Yair Lapid, qui est probablement l'opposant le plus déclaré à Netanyahou, qui considère que cette opération est une nécessité, faute d'options politiques concrétisées. Donc il y a un vrai consensus, il n'y a pas du tout les clivages pour cette opération au nord, qui pourtant risque d'être coûteuse, en hommes notamment, que pour le sud. Parce que à Gaza, il y avait la problématique des otages, qu'il n'y a pas sur le nord, pour le front nord. Donc là, il n'y a pas ce type de division. Au contraire, il y a une forme effectivement de consensus, sinon d'unanimité sur la nécessité de l'impératif sécuritaire. Mais du coup, le Netanyahou est assuré d'un soutien populaire par rapport à ça, parce qu'on avait vu de grosses manifestations sur le sort des otages notamment. Aujourd'hui, c'est plus le cas et le pays est rentré en guerre, le sait, et donc reste derrière le leader Netanyahou. Oui, c'est le paradoxe de la situation. Netanyahou, c'est un animal politique. Il sent très bien son pays. Il a fait coïncider son agenda personnel, que vous évoquiez tout à l'heure, avec des attentes de la société israélienne. En l'occurrence, il a très bien compris qu'effectivement, ça, c'était quelque chose qui pouvait justement être moins inconfortable pour lui. Et le fait est que quand il y a quelques sondages qui viennent d'être faits, à propos justement dans le prolongement du début de l'opération sur le front nord, qui redonne un certain crédit justement au Likoud pour d'éventuelles élections, précisément parce qu'il n'y a pas le clivage qui pouvait s'exprimer comme pour Gaza, où les oppositions étaient beaucoup plus marquées. Et donc, il y a de la part de Netanyahou une forme d'opportunisme, effectivement. Il peut profiter de la conjoncture pour, effectivement, se maintenir dans un premier temps au pouvoir. Mais ça peut aussi très vite changer si jamais les pertes sont trop importantes ou si les résultats ne sont pas là. Absolument, c'est toujours le problème de ce type d'opération, même si la société israélienne considère que c'est un enjeu existentiel vis-à-vis du Hezbollah, parce que derrière c'est l'Iran. La question des modalités terrestres est centrale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu voir qu'il n'y a pas eu d'invasion comme certains pouvaient le craindre. On n'est pas dans le modèle de 1982 avec une invasion du Liban jusqu'à Beyrouth. Oui. C'est par étapes, on voit bien. Il y a une forme logique prudentielle quand même qui prévaut, d'abord avec des incursions, des commandos, mais il y a un moment, de toute façon, l'empreinte terrestre, elle va être nécessairement plus forte et donc évidemment l'exposition des soldats sera plus importante avec les pertes qui peuvent être craintes. Très bien, on se retrouve dans un instant avec vous, David Rigoleros, pour continuer de parler de cette situation assez floue aujourd'hui au Proche-Orient, avec le risque de l'escalade. On parlera bien sûr aussi de l'Iran et de la Syrie, qui est maintenant aussi sous le viseur d'Israël. A tout de suite, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité, David Rigoleros, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, pour parler de la situation au Moyen-Orient. On a parlé des incursions israéliennes au Liban. Maintenant, la question qui se pose, au-delà de la réponse avec les tirs de roquettes de l'Iran, que peut faire l'Iran ? Je crois que nous avons perdu David, qui n'est plus avec nous. On va le retrouver dans un instant. Si vous souhaitez poser vos questions, je vous redonne le numéro du standard. C'est 0826 300 300. Et voilà. On vous a retrouvé. Oui, je vous écoute. Alors, la question donc que je posais, c'était au-delà des réponses qui ont été apportées par l'Iran avec des tirs de roquettes suite à la mort de Nasrallah et aux attaques contre le Hezbollah, que peut faire de plus l'Iran dans la région? A-t-elle les capacités pour répondre à Israël? L'Iran est pris dans un dilemme parce qu'effectivement il y a eu des hésitations sur la nature de la réponse iranienne. Elle a été faite en différé par rapport à la situation justement de ce qui s'est passé au Liban, et l'Iran a hésité jusqu'au dernier moment à faire une réponse directe
finalement, elle s'est imposée au regard de ce que l'Iran considérait comme une nécessité de restaurer une forme de dissuasion, d'où le lancement de près de 180 missiles balistiques cette fois, et pas comme la première fois justement, qui sont certains hypersoniques. C'était un message, on va dire un signalement stratégique pour montrer qu'ils étaient en situation de frapper le cœur de l'État hébreu. D'ailleurs, il y a des bases militaires qui ont été visées, le siège du Mossad, et donc évidemment, Téhéran sait en faisant cette opération, sait que l'Iran s'expose à une réplique israélienne qui va venir et qui sera certainement bien plus importante que la première réplique qui avait eu lieu le 19 avril lors du premier lancement des 350 drones et missiles. Parce que là, effectivement, comme on est dans une logique de dissuasion de part et d'autre, les Israéliens voudront également restaurer une dissuasion qui est partiellement érodée avec ce tir iranien. Mais oui, et donc ça peut être donc une réponse beaucoup plus lourde que lors des premières salves, avec l'attaque d'infrastructures stratégiques et aussi peut-être les infrastructures pétrolières. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de bloquer aussi toute la région et les exportations ? Oui, mais de toute façon, il y a une logique de piège pour tous les acteurs. Ça explique la grande inquiétude américaine et le fait que l'administration américaine ait déclaré que la réponse israélienne, qu'ils savent inéluctable, devra être coordonnée avec les Américains. Ils ont déjà mis leur veto à des frappes sur les cibles nucléaires, puisque d'aucuns considèrent qu'il pourrait y avoir un calcul de Benjamin Netanyahou pour profiter de la situation et bombarder les cibles nucléaires. Et donc, il y a un débat sur, justement, les cibles éventuellement pétrolières ou d'infrastructures critiques. Et ça fait l'objet d'intenses discussions, justement, avec l'administration américaine. Il y a le Yémen également, qui utilise de nombreux missiles pour attaquer les navires. Est-ce que là aussi, il y a un agenda sur le Yémen ? Un agenda, pas en tant que tel, mais en tout cas, il y a déjà eu des frappes à 2 reprises israéliennes sur le Yémen, sur le port d'Hodeïda, qui était, au dire de l'établissement militaire, un message adressé à tout le Moyen-Orient, qui a été renouvelé d'ailleurs par le chef d'état-major, Herzi Halevi, en disant qu'Israël était en capacité de frapper partout. Donc c'est effectivement l'idée qu'aucun endroit d'où peuvent provenir des ciblages contre Israël ne sont à l'abri justement d'une réplique israélienne. Mais c'est le risque, d'ailleurs, c'est la logique escalatoire qui est sous-jacente, évidemment, qui préoccupe tout le monde, et elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui elle met aux prises directement, en réalité, Israël, l'État hébreu et l'Iran. Et l'Iran et aussi la Syrie de Bachar el-Assad qui a été aussi visée. Est-ce qu'il y a là aussi une volonté de toucher tout le monde et de montrer que, attention, c'est pas le moment de venir en support à l'Iran ? Pour Bachar el-Assad, c'est très clair. Ça a été dit de manière explicite en off à Damas qu'il s'agissait que Damas ne soit pas partie prenante de ce qui est en train de se développer au niveau régional, parce que le régime risquerait d'être anéanti. Donc c'est très clair. Et d'ailleurs, il y a 2 cas qui sont significatifs. C'est que le 6 septembre dernier, il y a eu une opération terrestre de Tsahal avec les commandos Shaldag sur un site très très spécifique, qui est le centre de recherche scientifique de Damas, mais qui servait aussi justement aux gardiens de la Révolution pour le développement des missiles de précision. Et il se trouve que les frappes aériennes précédentes n'avaient pas été jugées suffisamment efficaces, et il a fallu qu'il y ait une opération militaire pour faire sauter les infrastructures souterraines. On retrouve le dilemme justement des infrastructures souterraines comme avec le Hezbollah au Liban. Et puis dernièrement, il y a eu une frappe également d'une villa du frère de Maher el-Assad, chef de la 4e division, qui est très lié justement à Téhéran, notamment aux gardiens de la Révolution, à la force Al-Quds, qui est justement la projection des Guinéens en Syrie. Donc tout ça, ce sont des messages qui se multiplient effectivement vis-à-vis de tout ce qu'on appelle l'arc de la Moukawama, c'est-à-dire de l'Asie de résistance à Israël, qui regroupe cette myriade de groupes, d'organisations justement qui entourent Israël, et que Israël a décidé effectivement d'affaiblir sur un plan stratégique de manière durable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité, puisque la Russie n'est plus non plus en capacité, avec les efforts sur l'Ukraine, d'être derrière Téhéran ?
Oui, mais en fait, il y a un partenariat quand même qui est de plus en plus poussé entre Téhéran et Moscou, justement d'États parias en fait, qui ont l'un ayant besoin de l'autre, on le voit. Et d'ailleurs, il y a une articulation en fait du conflit au Proche-Orient avec le conflit en Ukraine. L'Iran est aussi un acteur indirect du conflit en Ukraine puisqu'il a transféré non seulement des drones, mais dernièrement des centaines de missiles qui sont susceptibles de servir sur le théâtre ukrainien. Et en contrepartie, Moscou effectivement aiderait notamment sur la problématique nucléaire et serait susceptible effectivement aussi de livrer des Sukhoi, des avions pour pallier l'état de délabrement de la flotte aérienne régulière justement de l'armée régulière iranienne. Eh bien, une situation assez volatile où l'escalade est tout à fait possible. Merci d'avoir répondu à nos questions, David Rigolero. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On aura l'occasion de reparler, bien sûr, de la situation au Moyen-Orient, compte tenu de l'évolution, évidemment, des combats et de l'intensité des combats. On se retrouve pour une deuxième partie d'émission, pour un tout autre sujet. On recevra François-Xavier Pietri, journaliste, qui sort un livre, Rendez-nous la liberté de rouler. Oui, est-ce que comme lui, vous vous inquiétez sur les attaques perpétuelles contre la voiture? Faut-il avoir peur pour nos bagnoles? Eh bien, on en parle tout à l'heure. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Parler de la voiture avec notre invité François-Xavier Pietri qui publie aux éditions de l'Observatoire Rendez-nous la liberté de rouler, parce que sans doute vous vous êtes rendu compte que c'était de plus en plus difficile d'utiliser sa voiture. Alors à Paris évidemment, où le stationnement est impossible, ou même circuler devient impossible, circuler au-delà de 30 ou 50 km/h c'est impossible. Les taxes évidemment sur le carburant, sur la voiture, bref, beaucoup de choses à dire sur cette situation assez tragique de la voiture individuelle. Si vous souhaitez réagir par rapport à votre expérience ou poser vos questions à notre invité, 0826 300 300. Bonjour François-Xavier Pietri. Bonjour Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle les chiffres qui sont dans votre livre, c'est assez intéressant. En 2023, sur le parc automobile français, 41,6 millions de voitures particulières roulaient donc sur nos routes et seulement 1,8 million de voitures neuves qui étaient vendues cette année-là. Seulement 2% sont des électriques et 1% des hybrides rechargeables, et c'est bien sûr les diesels qui sont très loin devant. Alors il y a quand même une grosse différence entre la vie rêvée d'Anne Hidalgo et de nos chers leaders politiques qui rêveraient que tous roulent en électrique et ce que font les Français. Ah oui, il y a même une énorme différence. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que justement, on a l'impression qu'on ne tient pas vraiment compte de ce que vivent les Français au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, c'est l'INSEE qui le dit, 60% des trajets se font en voiture. Et ils se font en voiture... pas pour la gaudriole, ils se font en voiture essentiellement pour aller au travail, puis après derrière pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire les courses, etc. Et effectivement, l'usage aujourd'hui, c'est de la voiture thermique, massivement. Le parc des occasions est évidemment le plus important, et dans ce parc des occasions, les diesels sont de loin les premières voitures. Et à côté de ça, on nous dit... écoutez, en 2030, 2035, on interdira la vente de voitures thermiques. Donc ça, c'est la première chose, qui est une folie absolue. On y reviendra sans doute. Et la deuxième chose, c'est que on fait en sorte que les Français utilisent de moins en moins leur voiture. On leur interdit les centres-villes. Vous avez parlé de Paris. Il y a les fameuses ZFE, les zones à faible émission aussi, où ça pose problème. Donc il y a un discours, si vous voulez, où on est en train de classer, d'instaurer une société française à deux vitesses. D'un côté, j'allais dire les vertueux, qui sont en général ceux qui ont le plus de moyens, qui eux ont le droit de rouler en centre-ville et si possible en voiture électrique ou en hybride. Et puis de l'autre côté, les Français, j'allais dire ordinaires, mais la classe moyenne qui a besoin de sa bagnole pour rouler et qui se retrouve face à un mur d'interdiction. Mais excusez-moi de l'expression, mais est-ce que le législateur ne nous prendrait pas pour des cons, puisque il y a quand même d'un côté poussé à l'achat de voitures électriques qui sont hors de prix pour la plupart des Français, difficile avec le prix de l'électricité, on en reparlera, qui a doublé pour faire un plein, et de l'autre côté des ZFE qui empêchent les voitures de plus de 12 ans, on va dire, critère 3, de rentrer dans les villes. Or le parc automobile français aujourd'hui, il a en moyenne
12 ans. Il a 12 ans d'âge. Il a 12 ans d'âge, le parc automobile français, et il vieillit à grande vitesse. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il vieillit à grande vitesse? Parce que en fait, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter des voitures neuves. Ah oui, bien sûr. Donc ils gardent leur voiture le plus longtemps possible. Et il y a un marché de l'occasion assez énorme. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde le marché de l'occasion, c'est assez frappant. Un quart des recherches aujourd'hui sur les voitures d'occasion, c'est des voitures de plus de 100 000 km. C'est-à-dire que le critère du prix est le critère principal. Ouais. Et à côté de ça, on nous dit effectivement, comme vous le dites, non, messieurs, mesdames, ne venez pas rouler dans les villes. Alors, sur les ZFE, il y a quand même une chose à dire. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il était en train d'amorcer une bombe à retardement assez spectaculaire. C'est-à-dire que la grande crainte, c'est les bonnets rouges de 2013, c'est les gilets jaunes de 2018. Et donc les ZFE sont petit à petit transformés en ce qu'on appelle des zones de vigilance. C'est-à-dire que finalement, l'imprimatur du 1er janvier 2025, toutes les voitures interdites en dessous des critères 3, ça ne sera valable aujourd'hui que pour Paris et Lyon. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de la folie. C'est de la folie absolue. Oui, parce que les ZFE, c'est pas que les grandes villes. Rouen, Reims, Strasbourg, Saint-Étienne, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Nice, Lille, Dunkerque, Béthune, Brest, Rennes, Le Mans. Enfin, toutes les villes sont concernées. 43 villes de plus de... Enfin, 43 villes. 43 agglomérations. Ah oui. Parce qu'on ne parle pas que des centres-villes dans les ZFE. On parle des agglomérations. On arrive à des aberrations, des choses absolument extraordinaires. Par exemple, Grenoble, qui était en ZFE, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'autoroute qui traverse Grenoble, vous ne pouviez pas le traverser avec une voiture en dessous des critères 3. Donc il fallait sortir l'autoroute, faire le tour de la ville, reprendre l'autoroute 10 ou 15 km. Enfin, il y a des choses. Par exemple, en région parisienne, où là, la ZFE va être en vigueur au 1er janvier 2025, vous avez une ville comme Drancy qui est coupée en deux. C'est-à-dire que vous avez une moitié autorisée, l'autre moitié pas autorisée. Enfin, je veux dire, tout ça est complètement aberrant. Et alors, ce qui est frappant, c'est que tout ce qui était prévu, j'allais dire comme les amendes, vous savez, 68 € par véhicule, 135 € pour les poids lourds, il n'y a pas un préfet qui veut mettre ça en place. Okay. Parce que vous imaginez de recevoir des amendes automatiques par caméra. Avec les caméras, bien sûr. Je ne vous dis pas l'accueil public de ce sujet, quoi. Mais c'est vrai qu'on doit cette généralisation des ZFE à la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui sont mis d'accord pour faire 149 mesures qui sont toutes plus géniales les unes que les autres, comme celle-là par exemple, mais il y en a d'autres. Alors celle-là est merveilleuse, mais il n'y a pas que attention, il n'y a pas que les citoyens. Effectivement, le premier jet, si je puis dire, sur la Convention citoyenne, sur les ZFE, c'était une vingtaine de villes qui étaient concernées. En fait, le sujet a été aggravé, si je puis dire, 2 ans plus tard, par une loi. Chaque fois, ce sont des lois, d'ailleurs, qui ont été votées, la première au mois d'août, la deuxième au mois de décembre, fin décembre. En gros, au moment où tout le monde était en vacances. En train de regarder la deuxième ailleurs, a aggravé. Donc, il y avait vraiment une volonté politique. Elisabeth Borne disait à cette époque que c'était incontournable, que c'était fini. Et maintenant, on est en train de s'apercevoir que, si, c'est contournable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, pourquoi c'est contournable? La raison qui est donnée, qui est quand même, qui manque pas de sel, c'est de dire que les villes en question sont beaucoup plus vertueuses d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles ne l'étaient. C'est-à-dire qu'elles rentrent maintenant dans des critères d'acceptabilité. Donc en fait, on a fait des progrès sur la pollution et c'est très bien. Et donc comme on a fait les progrès, on n'a plus besoin d'interdire les centres-villes ou les périphéries. Est-ce que c'est pas en fait assez hypocrite et juste que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est complètement stupide et impossible en réalité d'aller dans ces mesures de privation de liberté d'aller sur des bases folles de critères je crois que le fond du sujet c'est celui-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment il y a eu une décision qui a été prise, donc dans un premier temps par la Convention citoyenne, ensuite par le gouvernement, et puis après il y a les élus. Et les élus des grandes villes ont commencé à en parler avec leurs administrés. Il y a un peu les municipales qui arrivent en 2026. Voilà, et là, je peux vous dire que ils ont tous tiré la sonnette d'alarme. C'est intéressant parce que du coup, le gouvernement a créé un comité interministériel sur les ZFE, etc. Et on a confié la direction à des élus, le maire de Toulouse et d'autres. Et les élus, évidemment, ont fait en sorte que ce sujet un peu fou soit tranquillement enterré, quoi. Mais on va pas, les élus,
y a Anne Hidalgo qui a fait de ce combat contre la voiture visiblement la marque de son règne à Paris. Il y a eu quand même cette parodie assez incroyable du vote des Parisiens. C'était le 4 février 2024. 42 000 Parisiens sur 1,3 million de personnes quand même, qui ont simplement répondu à quelques questions, notamment pour dire que les voitures qui pèsent plus de X kilos devraient payer plus cher pour stationner dans Paris. Non mais ce référendum, entre guillemets, est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, il faut voir la question, comment elle était formulée. Je vous la lis parce que c'était vraiment génial. La question n'était pas orientée du tout. Êtes-vous pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes? Oui, et on aurait dû rajouter qui sentent mauvais et qui écrasent les enfants. Ça aurait été encore plus probant. Non, mais c'est assez délirant. Ouais. En fait, on l'a vu là avec la décision du périphérique. Oui. La mairie de Paris, la maire de Paris a un objectif, effectivement, c'est de sortir l'automobile de Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle le fait de façon extrêmement coercitive. La décision sur le périphérique, après tout, qu'il y ait des raisons de baisser la vitesse, moi, c'est pas ce qui me choque le plus. Si c'est pour effectivement polluer moins, si c'est effectivement pour avoir moins d'accidents, pourquoi pas? Mais qu'on en discute avec les gens concernés. Vous savez que le périphérique, il n'y a que 8% de Parisiens qui circulent sur le périphérique. En fait, Anne Hidalgo a fait le choix de ses administrés qui ne sont absolument pas concernés. Donc évidemment, eux, ils ne sont pas contre. Donc là, c'est ça qui me choque dans ces décisions, c'est qu'elles sont totalement arbitraires. L'histoire du stationnement à Paris, où on est maintenant, pour les gros véhicules, à 18 € de l'heure. À 18 € de l'heure. Enfin, c'est même pas... C'est impossible, en réalité. C'est impossible. Moi, l'autre jour, j'ai laissé une voiture dans un parking une nuit. Pour la nuit, pour une petite voiture, j'ai payé 45 €. Enfin, je veux dire, je n'en revenais pas, quoi. Donc, ça devient quand même... Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que les gens qui passent par Paris ne sont pas des Parisiens. Oui. Les Parisiens ne roulent plus en voiture. On parle des gens qui vivent dans l'Île-de-France. La ZFE qui va être mise en place au 1er janvier 2025, elle va exclure de la ville 600 000 véhicules de plus, là, d'un seul coup. Bon, qui utilise ces véhicules? Alors évidemment, c'est plutôt la banlieue Est, c'est plutôt les gens les moins fortunés, c'est pas à Saint-Germain-en-Laye ou au Vésinet. Où il y a de la voiture électrique. Voilà, où il y a de la voiture électrique, etc. Donc ce sont les plus modestes, et ce sont en général des artisans, des gens qui ont besoin de leur bagnole pour aller bosser, quoi. On prend pas sa voiture à Paris pour rigoler, ça se saurait. Ah, ça se saurait, surtout que c'est vraiment difficile de rouler. On va pas parler bien sûr que de Paris dans cet échange avec vous, François-Xavier Pietri. Rendez-nous la liberté de rouler. On va continuer de parler bien sûr de ces plans 2030 sur la voiture électrique, sur le climat, etc. etc. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir. Posez vos questions. À tout de suite sur Sud Radio, midi 14h. Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour parler de la voiture, l'ennemi public numéro 1, quasiment, avec François-Xavier Pietri pour Rendez-nous la liberté de rouler aux éditions de l'Observatoire. Évidemment, on a l'impression que ce soit les taxes sur l'essence, les malus CO2, les taxes sur le stationnement, les assurances, le fait de ne pas pouvoir rouler avec des critères, des petites vignettes, que la voiture est quand même une belle vache à lait pour tout ce qui est taxes et pour attaquer l'usager. C'est une superbe vache à lait. Vous savez que simplement les taxes sur les carburants, ça rapporte à peu près 40 milliards par an à l'État. 40 milliards par an. Elles vont sans doute augmenter. Elles vont sans doute augmenter. D'ailleurs, on va y revenir parce que ça aussi, le malus, c'est encore une nouvelle histoire. Mais c'est ce qui me fait aujourd'hui rigoler. On sait très bien que sur un litre d'essence, vous avez pratiquement 60% de taxes. Aujourd'hui, sur une facture d'électricité, vous avez 30% de taxes. Ce que je crains, c'est que dans quelques années, ces 40 milliards, il faudra bien les trouver quelque part. Donc ceux qui rêvent d'un prix bas sur l'électricité, en dehors de l'envolée des prix de l'électricité, je pense qu'il y aura beaucoup de taxes. Mais c'est déjà le cas sur les bornes de recharge sur les autoroutes, où les tarifs sont déjà prohibitifs en réalité pour la recharge. Ça, c'est une des promesses qui n'a absolument pas été tenue sur la voiture électrique, c'est le prix de la recharge. Effectivement, quand vous rechargez chez vous,
ça a déjà pas mal augmenté, puisque quand même les prix de l'électricité ont augmenté de 40% en 2 ans, et de 70% en 10 ans, c'est-à-dire beaucoup plus que les prix du carburant. On s'est aperçu que l'électricité, avec la guerre en Ukraine, c'était pas si simple que ça, quoi. C'était pas une énergie pas chère. Ça, c'est le premier sujet. Mais pour les gens qui ont la chance de pouvoir recharger chez eux, ça représente à peu près 40% des Français. Hein. Donc 60% des Français, ils sont obligés, s'ils passent à l'électrique, de charger ailleurs que chez eux. Et alors là, sur l'autoroute, c'est simple, les prix ont triplé, quadruplé en 2 ans, c'est spectaculaire. Aujourd'hui, pour faire 100 km, un plein 100 km sur l'autoroute, c'est à peu près 15 € en moyenne. Sur une voiture, une Clio, c'est 10 € d'essence ou de diesel. Donc en fait, les prix de l'électricité en termes d'énergie, dès qu'on sort de chez soi, et ce qui est vrai sur l'autoroute est vrai dans les parkings des supermarchés. Enfin, partout. Partout où il y a des bornes payantes, quoi. C'est assez spectaculaire, ça. C'est un point qui, quand même, c'est une des promesses, si vous voulez, de l'électrique. Oui, parce que l'idée, c'était que la voiture électrique coûtait cher à l'achat, mais peu cher à la recharge, et donc on s'y retrouvait. Elle était censée baisser le prix de la voiture électrique, c'est ce qu'on nous a annoncé quand même. Elle est toujours 30 à 40% plus chère qu'une voiture thermique. Prix moyen d'une voiture électrique en France, c'est 46 000 €. Prix moyen d'une hybride rechargeable, on est à plus de 50 000 €, 55 000 €. C'est-à-dire qu'on est dans des niveaux de prix qui sont totalement impossibles pour les Français. Et alors, ce qui est frappant, c'est que à côté de ça, on met en place, on va probablement alourdir les malus. Le gouvernement l'a annoncé, le malus va augmenter, mais il va augmenter dans des proportions qui sont considérables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le malus automobile, il concerne à peu près 50% du parc automobile. Déjà, enfin du parc. Énorme, la moitié des voitures. La moitié des voitures là. Il est basé sur quoi ce malus en fait? Il est basé sur quoi le malus? Vous savez, les émissions de CO2. Aujourd'hui, on est à 118 grammes. Il démarre à 118 grammes d'émissions de CO2 au kilomètre. L'an prochain, on va descendre à 113 grammes. 113 grammes, c'est une 208, une Citroën C1, on y est à 113 grammes. Donc vous voyez, ce ne sont pas du tout des voitures de riches, hein, c'est des voitures de tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de transformer le malus en taxe généralisée. Si on va jusqu'au bout de ce que veut faire le gouvernement, plus de 70% des véhicules neufs seront concernés par le malus. Ça devient une taxe, comme la carte grise, à part entière. Il faut arrêter de nous raconter que simplement pour renflouer les caisses de l'État qui sont vides. Parce que, et à côté de ça, le bonus baisse. Parce que l'excuse quand même écologique de la planète. Les pays qui actuellement sont les plus fous sur la voiture électrique, sur le malus, ils sont très peu nombreux en réalité. Je vais vous dire, l'Europe est même le seul continent à avoir adopté cette règle complètement folle de l'obligation de vente de voitures électriques en 2035. L'Europe est le seul continent. Les États-Unis ont fixé un objectif. Ils ont dit, en 2035, ça serait bien qu'on arrive à 65% à peu près. Et le message, c'est... Vous vous débrouillez. Les constructeurs, on leur laisse d'une certaine façon la liberté de s'organiser. On met sur la table, le gouvernement américain, l'administration Biden a quand même mis sur la table 1 000 milliards de dollars d'investissement pour permettre à ces constructeurs de avec des primes à l'achat, avec des mesures de protection commerciale sur la production américaine. Et des barrières douanières à 100% sur les voitures chinoises. C'est-à-dire que les voitures chinoises, elles n'entrent pas aux États-Unis. Voilà, parce qu'en fait, les mesures européennes sur 2035, la voiture électrique, c'est un cadeau fait à la Chine. C'est un incroyable cadeau fait à la Chine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la Cour des comptes européenne, qui ne sont pas franchement des rigolos, ils ont sorti un rapport là en avril dernier qui fustige complètement la politique européenne en matière de voitures électriques sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'en disant en quelque sorte, on ouvre le marché européen de l'automobile aux Chinois. C'est très simple. Aujourd'hui, on connaît les chiffres, on les connaît par cœur. 80% des batteries fabriquées dans le monde sont chinoises. Une voiture électrique sur 2 fabriquée dans le monde, vendue dans le monde, est chinoise. Et à Paris, en France, 6 véhicules électriques sur 10 ont un passeport chinois. C'est-à-dire que
soit ce sont des voitures chinoises, soit ce sont des voitures construites en Chine. La Dacia Spring est construite en Chine. D'accord. La Mini électrique est construite en Chine. La Volvo électrique est construite en Chine. Donc, je veux dire, on est en train d'offrir sur un plateau... un marché entier. On avait, si vous voulez, une barrière technologique avec le thermique, avec le savoir-faire européen, Volkswagen, BMW, Daimler, Renault, Peugeot, etc. Il y avait un vrai savoir-faire automobile. On a fait s'effondrer ces barrières. Et le plus drôle, si je puis dire, parce que tout ça n'est pas très drôle en réalité, c'est que la Commission européenne dit aujourd'hui « Ah mais au fait, ces Chinois, ils sont quand même très aidés par le gouvernement chinois. » Oui, ils ont mis plus de 250 milliards en quelques années pour pousser l'électrification en Chine. Donc on va faire une enquête et on va mettre des taxes sur les voitures chinoises. Alors on met des petites taxes, sauf que les Allemands ne sont pas d'accord. Ah oui. Parce que les Allemands vendent énormément en Chine, voilà. Sauf que les Espagnols ne sont pas d'accord parce qu'ils vendent énormément de porc aux Chinois. Sauf que nous, on a le problème du cognac. Enfin, on est en train de s'apercevoir qu'on est pieds et poings liés avec ça, et on a offert ce marché aux Chinois. Vous allez voir au Mondial de l'automobile qui ouvre dans quelques jours, vous allez voir les stands de BYD, MG, etc. C'est spectaculaire. Hein. C'est spectaculaire. Parce qu'il y a eu une volonté stratégique de faire ça et des responsables européens en dessous de tout qui ont été incapables de comprendre que leurs mesures n'étaient pas faites pour un marché qui n'était pas prêt. Ursula von der Leyen, quand elle s'est installée, quand la décision a été prise en 2021, c'était le pacte vert européen. Elle a bâti toute son élection là-dessus. Ouais. C'est uniquement politique. Ce choix a été politique. Et les gouvernements ont suivi, mais vraiment avec une... Et maintenant, si vous voulez, tout le monde est en train de se rendre compte de la folie que ça représente. Donc vous avez la Commission européenne qui dit attention, il faudrait peut-être mettre des taxes. Hein. Vous avez les gouvernements français, allemands, etc. qui disent on pourrait peut-être repousser cette date de 2035 à plus tard. Il y a une prise de conscience, mais c'est trop tard. À partir du moment où on a demandé aux industriels de changer complètement leur modèle, on ne demande pas des industriels de changer du jour au lendemain. Justement, les industriels européens sont dans la souffrance, que ce soit les constructeurs français, Volkswagen qui va licencier des milliers de personnes, c'est une catastrophe. Ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire que les ventes de voitures électriques s'effondrent en ce moment, parce que les Français et tous les Européens ont compris que toutes les promesses n'étaient pas tenues. Hein, les promesses sur les bornes de recharge, les promesses sur les prix, on en évoquait tout à l'heure, sur l'usage de la voiture, sur l'autonomie, rien n'est tenu. Donc les Français et les Européens au sens large n'en veulent pas. Donc les ventes s'effondrent. Les groupes automobiles sont en difficulté. Stellantis vient d'annoncer des bénéfices qui se sont littéralement écroulés. Ses marges sont divisées par 3. Vous avez Volkswagen qui va effectivement fermer 2 usines en Europe, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Volkswagen. Mercedes se pose aussi des questions. BMW dans le même sujet. Donc on a, et à côté de ça, toute l'industrie de la batterie qu'on était en train de créer en Europe. Vous savez, on n'a pas arrêté de nous parler de l'Airbus. Des usines à batterie, etc. L'Airbus de la batterie ACC, qui est en fait le regroupement de Peugeot, Citroën, Mercedes et Total, qui créent des usines de batterie. Eh bien, ils sont en train de se poser. Ils devaient lancer 3 ou 4 usines. Il y en a une qui est construite, qui n'arrive pas encore à produire. Il y a à peu près 5% de déchets quand ils produisent, parce que c'est difficile à fabriquer les batteries. Et sur les 2 autres projets, ils sont aujourd'hui en suspension. On ne sait pas encore s'ils vont être faits. Norvolt, qui est suédois, on a mis 15 milliards dans cette usine de batteries en Suède. L'usine est tout simplement aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. BMW a annulé une commande de 2 milliards d'euros. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc on est devant un espèce d'entonnoir, c'est-à-dire que on a raté, on a ouvert le marché aux Chinois et en plus les ventes de voitures électriques ne suivent pas. Donc en ce moment on est dans un horizon qui est effectivement très sombre. Et créé par la puissance publique, qui a été en dessous de tout en termes de législateurs. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir des gens qui sont aussi peu malins en matière stratégique. Que pensent les constructeurs de ça? Parce qu'à un moment, les constructeurs voient bien que les politiques font n'importe quoi. Ils n'ont pas de recours direct. Si, alors les constructeurs se sont battus avant. Alors vraiment, que ce soit alors
pas tellement les Allemands. Volkswagen a eu l'histoire du Dieselgate qui a un peu démonétisé sa parole. Donc ils se sont dit que finalement avec l'électricité ça leur remettrait une vertu, quoi. Mais les Français se sont beaucoup battus, mais ils n'ont pas été entendus. Il n'y a qu'un commissaire européen qui a écouté tout cela, c'est Thierry Breton. C'est lui qui a dit d'ailleurs qu'il y aurait une clause de revoyure en 2026. Et il s'est fait dégager par Ursula von der Leyen. Il s'est fait dégager et assez violemment. Alors on va continuer de parler de ce sujet brûlant qui est l'attaque permanente sur la voiture individuelle. Si vous souhaitez témoigner, posez vos questions 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec notre invité François-Xavier Pietri. Alexis Poulain, sans réserve. Et sans réserve, on continue de parler de Rendez-nous la liberté de rouler, le livre de François-Xavier Pietri avec son auteur aux éditions de l'Observatoire sur la difficulté aujourd'hui de simplement prendre sa voiture pour faire ses courses, pour aller d'un point A à un point B, surtout en ville. Il y a aussi quand même un trou noir des législateurs qui ne prennent pas en compte la vie quotidienne des gens, j'ai l'impression, dans ces mesures qui sont toutes plus idéologiques les unes que les autres. Oui, je pense que c'est le sujet de fond. Aujourd'hui, la voiture devient de plus en plus inaccessible aux classes moyennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, on a beaucoup parlé de la voiture électrique, mais la voiture au sens large devient de plus en plus inaccessible, d'abord par le prix. Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve en France est 36 000 euros. Il y a 10 ans, c'était 20 000. On est passé de 20 000 à 36 000. C'est énorme. C'est incroyable. Qu'est-ce qui explique ce saut Une Twingo, par exemple, il y a une dizaine d'années, ça valait 8 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 17 000 euros. Donc, évidemment, tout ce qui est autour, du coup, augmente. C'est-à-dire que vous avez, bien sûr, les assurances qui augmentent, puisque le prix de la voiture augmente. Vous avez le prix du stationnement, on en a parlé. Vous avez le prix des réparations qui évidemment augmente aussi. Les occasions, l'Argus par exemple a été obligé de revoir sa cote, vous savez la fameuse cote Argus. Pour tout faire monter. Mais pour tout faire monter, plus 30% en 2 ans. Donc la voiture devient inaccessible. C'est-à-dire ça, c'est un... Alors, il y a eu des raisons, si vous voulez, qui étaient des raisons... on a expliqué que c'était la crise des semi-conducteurs avec le Covid, et puis après il y a eu l'Ukraine. Donc ça, c'était les raisons un peu tangibles. Il y a eu aussi le fait que, compte tenu de cela, les constructeurs en ont profité pour concentrer les ventes sur les voitures les plus rentables, celles qui leur rapportent le plus d'argent. Stellantis a fait des résultats, des bénéfices absolument extraordinaires l'an dernier. Là, ça va beaucoup moins bien, mais l'an dernier, c'était 18 milliards de bénéfices. Donc, on a éloigné progressivement. Et alors, je parlais de 36 000 euros, je le disais, la voiture électrique, c'est 46 000 euros, et l'hybride rechargeable, c'est plus de 55 000 euros. Donc, il y a une distance qu'on est en train d'organiser. Ce qui est vrai, c'est que les Français ont toujours autant besoin de leur voiture qu'avant. Vous ne pouvez pas vous déplacer en région dans les communes de France autrement qu'en voiture. Et tout ce qu'on nous a promis comme amélioration en matière de transport en commun, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux plan d'Emmanuel Macron d'installer des RER dans 10 grandes villes de France. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On attend toujours. Donc, si vous voulez, il y a un message incantatoire d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a rien qui suit. Donc, ça crée aujourd'hui un schisme qui est franchement très compliqué à franchir. Donc oui, on est dans une espèce de corner qui a été organisé par les politiques de façon par des raisons idéologiques. Oui, idéologiques, mais sur lesquelles, d'ailleurs, ils sont en train ceux qui sont un peu raisonnables, de se rendre compte de l'erreur. Au Sénat, on y réfléchit. C'est une erreur majeure, quoi. Mais comment on peut, à ce moment-là, faire un tel déni sur le besoin de voitures, sur effectivement le fait qu'il y ait uniquement l'Union européenne qui soit dans ces mesures de restriction, de punition, impossible à tenir en réalité, quand on voit le reste du monde qui avance tout à fait différemment et qui ne pense pas... Et pourquoi particulièrement la voiture ? Parce que ça, c'est quand même la vraie question. C'est le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, si je puis dire, est une cible facile parce que c'est simple. Tout le monde on touche tout le monde. Et puis demander aux constructeurs, si vous voulez, imposer aux constructeurs de passer à l'électrique en 2035, finalement, c'est une décision
assez simple à prendre, parce que l'électrique, il ne faut pas se tromper, c'est une régression technologique. Il n'y a pas plus simple qu'un moteur électrique, ça existe depuis 100 ans. Hein. Donc ce n'est pas une révolution technologique, on s'est dit, voilà, on va passer à l'électricité, ça va simplifier les choses. À côté de ça, par exemple aujourd'hui, l'élevage bovin représente 9% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la moitié de la voiture. On va pas dire, on va pas interdire de manger du bœuf en 2035. Il y a quand même un peu cette petite musique qui commence à arriver sur manger des insectes. Vous avez l'industrie, vous avez par exemple l'autre secteur qui aurait pu être ciblé, c'est évidemment tout ce qui est le logement, on s'aperçoit qu'en fait tout ce qui est mis en place sur l'amélioration des logements n'arrive pas à se faire. Donc la voiture, c'est simple. Donc il y a eu un choix facile à expliquer, facile sur lequel il était facile de communiquer. Et pour toucher un maximum de monde de gens qui immédiatement. vont payer. Que tout de suite, là, vous êtes sur... Bon. Et sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a derrière ça une erreur. Ce qui est frappant aussi, c'est que ça ne tient pas compte du tout des efforts qui ont été faits en matière d'évolution de la pollution. Par exemple, sur les gaz à effet de serre, ça a été confirmé d'ailleurs par Agnès Pannier-Runacher il y a quelques jours, on est sur une forte baisse en ce moment. L'an dernier, les émissions en France ont baissé de 5,8%. C'est beaucoup. Si on poursuit sur ce rythme-là, c'est, je crois, à peu près 12 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est pas à cause des faillites des entreprises qui ferment, moins de transport C'est grâce aux efforts qui ont été faits. Et si on poursuit simplement sur ce rythme-là, on arrive à l'objectif 0% d'émissions en 2050. On y arrive naturellement, parce que les industries sont en train de se transformer, parce que l'automobile était en train de se transformer. Par exemple, les émissions de NOx, vous savez, toutes les particules fines très mauvaises pour la santé, etc., elles ont, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du ministère de l'écologie, elles ont chuté de 56% entre 2009 et 2019. Donc il y a, si vous voulez, un effort qui est produit par l'industrie. Il suffisait de dire en quelque sorte, et quitte d'ailleurs... Continuer à innover en réalité sur le quitte d'ailleurs à sortir ça d'obligation, mais de demander aux constructeurs de continuer à travailler dans cette direction, et on y arrivait tranquillement. Avec des moteurs moins gourmands, avec des filtres... Dans le secteur de l'automobile, on m'expliquait qu'on était en train de travailler sur des moteurs, par exemple à essence, avec une consommation de 2 litres au 100. 2 litres au 100, vous n'êtes pas très loin du 0% d'émissions. Et tous ces investissements ont été arrêtés. Puisqu'on dit, vous passez à l'électrique, donc... Mais pourquoi on a fait le choix de l'électrique alors qu'on n'avait pas les filières, alors qu'on n'a pas les terres rares pour faire les batteries, alors qu'on n'a pas les usines de batteries, alors que les constructeurs savaient qu'il y avait une concurrence farouche de la part des Américains et des Chinois? Pourquoi on fait ce choix-là de l'électrique avec en plus tous les défauts de la batterie, qui ne supporte pas le froid, l'humidité, le transport, enfin, c'est un choix débile. Excusez-moi. Non, mais il y a, si vous voulez, l'idée européenne que l'électricité, finalement, c'est une énergie facile à obtenir. C'est pas vrai. Alors, et on l'a vu notamment avec l'Ukraine. Et il se trouve que pour faire l'électricité, il faut beaucoup de gaz. Et évidemment, sans le gaz russe, on s'est aperçu que c'était pas vrai du tout. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a cru aussi que la transformation des modes de production d'électricité allait se faire facilement. Quand vous voyez l'Allemagne aujourd'hui, elle produit au charbon, très largement. La Pologne aujourd'hui est 80%. Quand vous faites votre plein électrique d'électricité au charbon, en Pologne, c'est du charbon. Vous le faites à 80% au charbon, ce qui est quand même complètement aberrant. Donc il y a eu ce choix de se dire, finalement, on a une énergie qu'on peut produire nous-mêmes, donc allons-y sur celle-là. C'est une erreur manifeste et on est en train de s'en rendre compte, quoi. Ouais, mais c'est un peu tard déjà, compte tenu du temps perdu et maintenant de ce qu'est la réalité du marché. Et puis il y a aussi, moi, ce qui me pose question, c'est la filière hydrogène, par exemple. On apprend, c'était cette semaine dans l'opinion, qu'il y a plus de 7 milliards qui ont été fléchés en France sur l'hydrogène, mais les budgets finalement n'ont pas été débloqués. Tout le monde attend en se disant qu'est-ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment de la gestion catastrophique, calamiteuse, sans planification stratégique sur aucun secteur. Oui, c'est un problème de priorité, c'est-à-dire qu'effectivement l'hydrogène est une solution, est une bonne solution. Alors,
complexe à mettre en œuvre parce que faut produire l'hydrogène, bien sûr. Il faut produire l'hydrogène et puis c'est pas toujours facile à manipuler. Une station à hydrogène, c'est pas ça se monte pas facilement. Donc on a fléché l'hydrogène en se disant que ça serait beaucoup plus utile, par exemple pour les poids lourds, pour les et on s'aperçoit que c'est compliqué à mettre en œuvre. Sur les batteries, ce qui est aujourd'hui complètement délirant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait on est absolument incapable de maîtriser la fabrication des batteries en Europe. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, 80% du cobalt, il est produit en République démocratique du Congo par des intérêts chinois. Le lithium, il est produit essentiellement dans les pays d'Amérique du Sud, en asséchant des millions d'hectares de plans d'eau pour pouvoir transformer la saumure en lithium. Et on nous dit, mais attendez, il y a du lithium en Europe. C'est vrai. Il y a plein de lithium en Europe. Mais allez le chercher. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les bassines, par exemple, vous avez un groupe qui s'appelle Imerys qui est en train de transformer une usine de kaolin une mine de kaolin en mine de lithium. Mais il rencontre des difficultés énormes. Parce que les associations écologiques disent « mais on n'en veut pas, nous ». C'est-à-dire que les écologistes disent « ok, il y a du lithium, mais on ne veut pas l'exploiter ». Donc, on marche sur la tête et c'est quand même un peu dommage. On marche sur la tête, effectivement, en Europe, ça pose vraiment beaucoup de questions. 0826 300 300, si vous souhaitez réagir, poser vos questions sur votre utilisation de la voiture, vos questions aussi sur le choix de l'électrique et la réalité aujourd'hui tragique du secteur automobile et de l'usager. A tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec François-Xavier Pietri pour parler de la voiture. Rendez-nous la liberté de rouler aux éditions de l'Observatoire. Ces difficultés de gérer le marché automobile, les taxes, etc. Et puis la voiture électrique qui est en fait aujourd'hui un modèle chinois, hein, on peut le dire, puisque ce sont eux les constructeurs numéro 1 sur la planète de véhicules électriques. Combien de voitures chinoises sont produites chaque annine Alors chaque année, il y a 28 millions de voitures produites. 28 millions. Pour vous dire, sur toute l'Europe, on est à 15 millions. Donc c'est presque, pour un seul pays, presque le double de l'Europe. Et c'est des voitures pour le marché intérieur chinois ou pour l'export ? C'est le sujet. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, la Chine rencontre une crise économique assez importante, toute l'industrie s'est mise en marche pour exporter. Parce que justement, ils ont un marché intérieur qui s'essouffle. Et le choix, par exemple, sur l'automobile, ça a été un choix qui a été fait dans les années 2009-2010 par Xi Jinping, le président chinois, qui a décidé de faire de l'électrique le modèle de l'automobile chinoise et un modèle mondial. Donc il y a eu des investissements massifs qui ont été produits pendant ces années-là. On parle de 250 milliards de dollars qui ont été mis sur la table pour aider justement les constructeurs chinois. Non seulement ça, mais toutes les villes comme à la chinoise, quoi. C'est-à-dire que, en gros, vous aviez des plaques d'immatriculation gratuites si votre voiture est électrique et payante cher si elle n'était pas électrique. Donc du coup, on a une production chinoise qui est aujourd'hui phénoménale, des voitures qui sont de qualité. Quand les voitures chinoises aujourd'hui vendues en France sont garanties 8 ans. C'est mieux que les voitures françaises, ça, ouais. Et les voitures européennes. La batterie est souvent garantie 10 ans. Avant, vous savez, on disait des automobiles chinoises que c'était un peu des cercueils ambulants. Problème de pièces détachées, de maintenance. Et puis de fiabilité. Aujourd'hui, dans les crash tests européens, elles sont toutes 5 étoiles. Moi, j'ai vu et alors, la différence, si vous voulez, c'est que ces voitures, elles sont vendues chez nous 20 ou 30% moins chères que nos voitures européennes. Et il y a de la marge. Je vous donne un exemple. BYD, qui est l'un des plus gros constructeurs, qui a dépassé Tesla d'ailleurs, qui est devenu numéro 1 mondial de la production de voitures électriques, chinois, produit une voiture en Chine qui s'appelle la Seagull. Ils la vendent en Chine l'équivalent de 9 000 €. Ils vont la lancer en France à 20 000 €. Vous voyez la marge qu'il y a. Loin des 36 000 € et des 50 000 € voilà. des hybrides. Ouais. Et puis pour eux, ça veut dire qu'en fait, ils sont hyper gagnants. Ils sont toujours gagnants. Et même l'autre avec les taxes. malice, c'est que pour contourner
les taxes européennes, ces mêmes Chinois sont en train d'installer des usines en Europe. C'est-à-dire BYD va installer une usine de production de voitures en Hongrie, donc ils vont produire en Hongrie. Ils ont un projet aussi en Pologne. Vous avez un autre constructeur qui s'appelle Chery, qui a repris une usine de Nissan en Espagne et qui, là, va produire dans les mois qui viennent des voitures chinoises en Espagne. Ouais. Vous avez Geely, qui est en fait le propriétaire de Volvo, qui va produire en Pologne. Et puis vous avez même un Français, Stellantis, qui a passé un accord avec un Chinois, Leapmotor, pour produire des petites voitures en Pologne. Et donc Stellantis va vendre des voitures chinoises dans tous ces concessions et dans toute l'Europe. Tout le marché, c'est juste incroyable. Merci les Chinois. Merci l'Union européenne. Oui. C'est surtout les Chinois qui peuvent dire merci à l'Union européenne. Oui. Avec nous, on a Mohamed d'Orléans. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Je vous remercie pour la qualité de votre émission. Je vous écoute souvent également sur YouTube. Alors, j'ai 2 questions pour votre invité. La première relative à l'extraction des matières premières en Afrique par les enfants. Comment est-ce que les constructeurs automobiles essayent de faire passer cela aux clients? Et ma deuxième question est relative à la destination des voitures à carburant dans le futur. C'est qu'à partir de 2035, nous devons acheter que des voitures électriques. Que va-t-il advenir des véhicules à carburant? Enfin, je vois bien puisque je vois des camions berliers encore dans certains pays d'Afrique, alors que ça n'existe plus ici. Oui, il suffit d'aller effectivement en Afrique du Nord pour voir un parc automobile tout à fait différent. Merci beaucoup Mohamed, très bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces voitures thermiques? Écoutez, alors il y a une chose qui est assez simple, c'est que la voiture thermique, elle est assez facilement recyclable. C'est-à-dire qu'un moteur thermique, un moteur de diesel, un moteur ou essence, vous le transformez en bloc de métal donc assez facilement. Le vrai sujet, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain des batteries. Et alors là, c'est un autre sujet, parce que démanteler une batterie, il faut complètement la désosser, il faut isoler les matières premières, c'est dangereux parce que c'est extrêmement... Vous savez que quand une batterie prend feu, on ne peut plus l'éteindre pratiquement. Oui, il faut une box particulière. Les pompiers sont formés actuellement, puisqu'il y a de plus en plus de feux. On se rappelle des feux de forêt, il y a de ça 2 ans, provoqués par une batterie d'une voiture électrique. Quand une batterie prend feu, c'est très grave parce qu'on a beaucoup de mal à l'éteindre. Donc le vrai sujet, ça va être le problème du recyclage des batteries, qu'on a évidemment totalement ignoré. Est-ce que les Chinois ont déjà la filière? Non, mais par exemple, on avait un projet en France, Stellantis avait passé un accord avec Ornano, c'est ou Orano, je crois, c'est l'ancien Areva. Absolument. Ce projet est abandonné parce que il y a Stellantis ne veut plus investir, compte tenu du marché de l'électrique aujourd'hui. Donc le vrai sujet, ça va être le recyclage des batteries. Plutôt que du thermique qui seront faciles à recycler. Et sur le travail des enfants, alors est-ce qu'il concerne l'extraction des matières premières, lithium, etc. pour les voitures? On l'a vu sur le diamant, sur d'autres sujets, mais est-ce que c'est le cas aussi? Sur le cobalt, c'est un scandale absolu. Toutes les ONG sont remontées là-dessus. Aujourd'hui, si vous voulez, le cobalt qui est exploité au Congo, en République démocratique du Congo, est exploité dans des mines vétustes. Où vous avez des enfants qui sont payés $1 par jour pour ça. Ce qui me frappe dans l'électrique, c'est qu'en fait, on est dans un égoïsme absolu. C'est-à-dire que quand vous entendez l'argumentation des promoteurs de l'électrique, ils vous disent, mais rendez-vous compte, ça veut dire moins de bruit dans les villes, moins de pollution dans les villes. Ça oublie complètement ce qui se passe ailleurs. Et tout le problème de la voiture électrique, c'est ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, quand une voiture électrique sort de l'usine, elle a un déficit écologique considérable. Il lui faut, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME, donc l'Agence gouvernementale de l'environnement, il lui faut 5 ans pour arriver au même niveau d'émissions de CO2 qu'une voiture thermique. C'est-à-dire que l'utilisation du cobalt, des matières premières, des terres rares, du graphite, de tous ces sujets-là, c'est évidemment beaucoup de CO2 émis. Bien sûr. Le fait que les batteries, on les fait venir de Chine en général, c'est bien sûr beaucoup de CO2. Donc ça veut dire qu'en fait, les voitures électriques accumulent un déficit écologique considérable, et ça n'est qu'à partir de 5 ans qu'elles deviennent plus vertueuses que les thermiques. Donc en plus, sur le plan écologique, on marche aussi sur la tête. Eh bien, incroyable. Merci François-Xavier Pietri. Je rappelle
rappelle votre livre. Rendez-nous la liberté de rouler aux éditions de l'Observatoire. Un vrai sujet, cette voiture électrique et puis toutes ces taxes, ces attaques contre la voiture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir participé également. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Brigitte Lalek qui va parler du slow sex, la lenteur. Alors peut-être que les zones à 30 sont érogènes, je ne sais pas. On se retrouve sur Sud Radio avec Brigitte Lalek.